Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. Alors aujourd'hui on va voir le système de channel. Alors on a vu la dernière fois les Go routines, mais on a vu qu'on était obligé de bloquer la routine principale afin que les autres aient fini de s'exécuter. Donc on va voir que dans ce cas-là, les channels vont pouvoir nous aider. Qu'est-ce qu'un channel ? Le channel, en fait, c'est un canal, c'est un peu comme un tuyau dans lequel on enverrait des informations et à l'autre bout, on peut les récupérer. Donc on va voir ça de manière concrète. Alors, on va se créer un channel qu'on va appeler message. Alors, pour créer un channel, on va utiliser la fonction make. Alors ici, on va donner, on va dire qu'on va créer un channel avec le mot-clé chan. Et dans ce channel, comme dans les slices ou comme dans les tableaux, on va être obligé de définir le type de données qui va rentrer à l'intérieur. Donc ici, on va lui envoyer des strings. Donc maintenant, comment va fonctionner ce channel? Alors, le channel, c'est ce qui permet aux GoRoutines de communiquer. Donc, on ne va pouvoir envoyer des données au channel que via des GoRoutines. Donc ici, on va créer une nouvelle routine qu'on va appeler, donc ça va être une fonction anonyme, voilà. Et dedans, on va envoyer les données au channel. Donc pour envoyer des données dans un channel, c'est très simple. On donne le nom du channel, ici, message, et on lui accole cette petite flèche. Et maintenant, je vais lui passer la donnée. Et puis, je vais faire ici, message de 2. Donc ici, cette petite flèche va dire qu'on envoie, en plus on voit, c'est quand même très intuitif, on envoie cette donnée-là dans le channel message. Donc on voit que j'ai créé un channel de string. Donc ici, j'envoie des strings. Si j'enverrais un int, ça me générerait une erreur. Maintenant, comment je vais pouvoir afficher ces données? Eh bien, on va faire ici un fmt println, et comme on a mis une petite flèche qui rentrait dans notre channel pour dire qu'on envoie une donnée, et bien ici on va sortir une donnée du channel. Donc on va faire une petite flèche et message. Donc vraiment on voit que le système d'envoi et de réception de données est relativement simple. On voit que c'est très intuitif, on envoie cette donnée-là vers message, et ici, eh bien, on récupère une donnée. Alors, quelle donnée va être récupérée? Eh bien, tout simplement, ici, on va récupérer, alors, je vais en mettre une deuxième, voilà. Donc ici, on va récupérer les deux données qu'on a envoyées. Alors, dans quel ordre? On va voir ça tout de suite. Voilà. Donc on voit en fait que ça ressort dans l'ordre où on les a rentrés. Les channels fonctionnent de cette manière. Le premier entré sera le premier sorti. D'ailleurs, on le voit bien avec les flèches. Hop, ça rentre ici et ça sort là. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un tuyau. Vous rentrez l'élément 1 dedans, vous rentrez l'élément 2. Et comme quand on va aller les rechercher, on va aller les rechercher de l'autre côté. Donc, eh bien, on va reprendre. Le premier qu'on aura ici, c'est l'élément 1, et le deuxième sera l'élément 2. Donc, on voit bien ici que ça rentre d'un côté et ça sort de l'autre. Donc, du coup, le premier entré, eh bien, sera le premier sorti. C'est ce qu'on voit ici. Donc, au passage, on s'est aperçu que là, on a quand même créé une GoRoutine, donc qui a tourné en parallèle de mon programme principal. Et pourtant,
donc ici, on voit qu'on crée ça. Tout de suite, on lance la goroutine et après, on appelle ceci. On a vu la dernière fois avec les goroutines que, eh bien, si je faisais ça, le temps que soit traité la routine parallèle, eh bien, mon programme principal avait déjà fini et tout s'arrêtait. Et là, on voit bien que il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on va même faire ici, pour bien se rendre compte, je vais rajouter un time sleep de 2 secondes, carrément. 2 fois time second. Voilà. Donc ici, je vais relancer mon programme, ça va être exactement la même chose. Alors, je vais carrément, hop, ici, faire comme ça. Et là, faire comme ça. Ouais, si. Voilà, on va faire comme ça. Donc ici, mon programme, ma routine va se lancer, elle va attendre 2 secondes, elle va envoyer le premier élément, elle va attendre 2 secondes et elle va envoyer le deuxième élément. Donc lançons ceci. 1, 2. Donc on s'aperçoit bien que, en fait, ces appels sont bloquants. C'est-à-dire qu'ici, si je remets FMT printline et puis là je vais juste mettre des tirets qui vont servir de séparation. Voilà. Donc si je relance maintenant, voilà. Donc on s'aperçoit bien que tant que je n'ai pas accès à la première donnée, eh bien mon programme est bloqué. Ensuite, on voit que la première donnée, au bout de 2 secondes, la première donnée est envoyée. Alors lui, hop, il voit qu'il y a une première donnée, il peut l'afficher. Donc ensuite, le programme continue. Et là, il va se rebloquer en attendant une nouvelle donnée. Donc en fait, on va pouvoir comme ça bloquer le programme en attendant que une donnée soit envoyée. Donc ici, on va attendre 2 données. Que se passe-t-il si... alors, je vais enlever le time sleep, puisqu'on a bien compris comment ça fonctionnait. Donc voilà, que se passe-t-il si j'envoie qu'une seule donnée et que j'en attends 2? Ah, ouais, non, bah, là, d'accord. Voilà. Et bien voilà. Donc on voit qu'il m'envoie 1. Et en même temps, alors bon, il continue le programme jusque là. Et arrivé ici, eh ben, il s'aperçoit que le channel est vide. Et que il n'y a plus de données envoyées dans ce channel. Donc il me met une erreur. Donc il faut bien avoir le même nombre. Enfin, il ne faut pas avoir plus d'appels que de données envoyées dans un channel. Alors, à l'inverse, si je refais voilà, et que j'enlève cette partie-là, donc ici j'ai mis 2 messages et je n'en attends qu'un, ça ne pose pas de problème. Simplement, le deuxième message, ben, il est... voilà, le programme s'est arrêté, donc il est détruit. Mais ça ne pose aucun problème. Ici, par contre, si mon programme continuait, eh bien, j'aurais une donnée qui se balade dans un channel qui sert à rien. Mais on voit que c'est faisable. Par contre, si je fais 2 appels de données et que je n'en envoie qu'une, eh bien, je vais avoir une erreur. Alors, on peut créer... Là, on a des channels qui sont bidirectionnels, c'est-à-dire qu'on envoie des messages dedans et ici, on en reçoit. On peut créer, pour certains besoins, on peut avoir besoin de channels qui ne vont que dans un sens. Donc, qui ne peuvent que récupérer des données ou que envoyer des données. C'est assez peu courant comme utilisation, mais on peut le faire. Si je fais ceci, eh bien maintenant, mon channel ne peut pas envoyer de données. Il ne pourra seulement
que en récupérer. On pourra le charger en données, mais on ne pourra pas le décharger. Et donc vous vous en doutez, inversement, si je fais ceci, eh bien donc j'ai créé un channel qui lui pourra envoyer des données, mais ne pourra pas en recevoir. Alors ça paraît un petit peu bizarre d'avoir un channel qui ne fonctionne que dans un sens, et surtout dans ce sens-là où on utilise un channel qui va envoyer des données, mais qui n'en aura pas à l'intérieur puisqu'il ne peut pas en recevoir. Mais on peut l'utiliser par exemple comme ceci. On pourrait faire une fonction test qui prendra, j'en sais rien en paramètres par exemple, on s'en fout, et qui va ici renvoyer un channel de int par exemple. Et ici on fait un nouveau channel, make un channel de int. On va pour être sûr faire une goroutine avec une fonction anonyme, voilà, qui va être lancée immédiatement et qui va remplir comme tout à l'heure notre channel. Hein. Voilà. Et maintenant, on va faire un retour de A. Donc maintenant ici, ce que je pourrais faire, hop, je vais rajouter ici messages, voilà. Donc maintenant, je vais enlever tout ça. Je vais dire que message va être égal, voilà, que message va être égal à test. Donc ici, ça va être un channel qui ne peut pas recevoir d'infos, mais par contre qui peut en sortir. Voilà, et on va lancer ceci. Voilà. Donc ici on voit que un channel, en fait, contrairement à un int qui ne sera pas un int 8, ni un int 16, ni un int 32, tous ces ints auront un type différent. Donc un int 8 ne sera pas un int 16, et ainsi de suite. Ici, un channel, qu'il soit bidirectionnel ou qu'il soit unidirectionnel, un channel est un channel. Donc je peux très bien ici créer un channel normal et donc bidirectionnel, et le retourner et avoir quand même en valeur de retour un channel unidirectionnel. Donc ça me permet comme ça de pouvoir bloquer, où j'aurais pu envoyer ressortir un channel rentrant. Donc ici ça me permet de sécuriser mon channel. Donc là par le même, donc je crée un channel tout à fait normal, je lui envoie des données, et par contre ma fonction elle va retourner un channel dans lequel je ne pourrai plus envoyer de données, je pourrais simplement récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple ici, si j'essaie de faire message, donc je vous rappelle qu'ici on récupère un channel de int, donc on a message est un channel, comme tout à l'heure. Donc ici je vais lui envoyer 5. Voilà. On me dit que j'essaie d'envoyer quelque chose à un channel qui est en fait read-only. Je ne peux pas, mais d'ailleurs c'est mal, du coup c'est mal expliqué parce que là on croirait que c'est un channel qui reçoit seulement, alors que non en fait c'est le channel qui envoie finalement. Mais bon, on voit très bien que je ne peux pas envoyer de nouveaux éléments dans mon channel. Donc comme on peut le voir, c'est quand même ultra simple d'utiliser des channels.
Ça va être des canaux dans lesquels on va envoyer des données. Donc maintenant, qu'en est-il si je reprends mon exemple que j'avais dans les GoRoutines? Alors, je vais me refaire ma fonction roll. Alors, ma fonction roll, elle avait un nom qui était un string, un nombre de loop qui était un int, voilà, donc ça c'était pour définir le nombre de secondes. On va la faire comme ça, voilà. Ensuite j'avais ma boucle for qui était initialisée à 1 et qui tournait tant que i était inférieur ou égal à mon nombre de boucles, et je faisais i++. Donc ici je faisais un print format. Alors ici j'allais mettre une string, une petite flèche, un nombre, un entier en base 10, et donc la string ce sera le name, et ici ce sera i, ce sera le tour de boucle. Et donc après je faisais un time sleep de, alors il fallait que je convertisse time duration second fois 10 secondes. Voilà. Donc pour mémoire, je faisais ceci. Donc cette fonction, elle envoyait, elle prenait en paramètre un nom qui était le nom de la boucle que j'allais lancer en parallèle, le nombre de tours de boucle, et puis le temps entre chaque tour de boucle. C'est-à-dire qu'ici, à chaque tour de boucle, j'inscrivais le nom ici que j'ai donné à ma routine, puisque ça allait être dans des routines différentes. Donc le nom que j'avais donné à ma boucle, et puis ici on avait le tour de boucle à chaque fois qui s'inscrivait. Donc le nom et le numéro du tour de boucle. Et ça s'arrêtait pendant un certain nombre de secondes que je définissais ici. Donc la dernière fois, on avait vu que si je les lançais en parallèle, eh bien, il fallait que dans ma routine principale, je la bloque avec un time sleep le temps que je sois sûr que tout ceci soit exécuté. Donc pour ça, il fallait que je sache à l'avance combien de temps j'aurais besoin pour que toutes mes routines soient finies. Donc il fallait en fait, comme elle devait tourner en parallèle, il fallait tout simplement que je prenne celle qui avait le plus grand nombre de tours de boucle, et puis aussi celle qui avait le plus de temps, multiplier tout ça et voir laquelle prenait le plus de temps à se finir. Bon, ça va bien parce que ici j'ai défini le temps que va me prendre ma routine. Mais par contre, imaginons que ce soit des appels à des API, je ne sais pas du tout combien de temps va prendre chaque routine. Donc après, je ne peux pas non plus, soit je fais une boucle infinie et dans ce cas-là, je le coupe à la main. J'ai pas vraiment d'autre solution. Soit je mets des valeurs complètement au hasard et je risque d'avoir des routines qui n'aillent pas jusqu'au bout. Sachant qu'en plus, je peux lancer, je sais pas, 200, 300 routines si je veux en même temps. Sauf que lui ne les lancera pas forcément toutes en même temps. S'il ne peut pas les traiter, il va les mettre en attente et il va attendre que certaines soient finies pour pouvoir en lancer de nouvelles. Tout ça se gère automatiquement. C'est Go, c'est le compilateur qui gère tout ça. C'est le runtime de Go qui s'en occupe. Donc, il va y avoir des routines peut-être en attente et je ne saurais pas quand mon programme doit s'arrêter. Donc, eh bien là,
on a finalement un début de solution, si vous réfléchissez un petit peu avec nos channels. On a vu que les channels sont bloquants. Donc on a vu tout à l'heure que mon programme attendait, quand j'avais fait mon time sleep, mon programme attendait d'avoir une première donnée à récupérer pour lancer la suite. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On va créer un nouveau channel qui va s'appeler interrupt. Donc interrupt sera alors un channel. Alors ici, on a juste besoin de recevoir une donnée. On va s'en servir comme d'un interrupteur. Donc, tant qu'à faire, autant mettre la donnée la plus petite. Pas besoin d'envoyer l'intégrale de Victor Hugo dans une string, juste pour signifier que la boucle est finie. Donc, on va prendre la plus petite donnée pour avoir le minimum à stocker en mémoire. Donc ici, on va prendre le bool. Donc on va prendre un booléen. Maintenant, quand on fait, contrairement à un int qui vaudra 0 si on ne l'initialise pas, à une string qui sera initialisée en tant que chaîne vide, ici on voit que j'initialise rien du tout. Je crée mon channel et je n'envoie pas de données dedans. Déjà, c'était pareil dans l'exemple de tout à l'heure. Donc par défaut, la channel, comme il n'y a rien dedans, sa valeur est nulle. Donc maintenant, il va falloir que je puisse faire communiquer mon channel qui est dans ma routine principale avec une routine que je vais créer ici. Donc on va faire go roll. On va appeler ça routine par exemple. Parce que là pour l'instant on va en mettre qu'une. On va lui faire 4 tours et 4 tours de 1 seconde. Donc maintenant comment on va faire? Eh bien on va tout simplement, une fois que notre boucle ici est finie, ce qu'on va faire, on va envoyer une donnée, donc ici une donnée booléenne, dans interrupt. Et comme on a vu que l'attente de données est bloquante, eh bien ici tout simplement on va attendre que interrupt reçoive une donnée, et quand cette donnée va être reçue, le programme continuera. Donc on va attendre. On a vu tout à l'heure que j'avais fait fmt println interrupt. Là je me fous du résultat puisque ça va être un booléen, c'est juste, il va nous servir d'interrupteur. Donc je peux très bien, si je veux, appeler interrupt ici. Donc ici on va simplement, comme tout à l'heure, récupérer la donnée qui est à l'intérieur, quand il y en aura une, mais on ne va pas l'utiliser, on va juste la récupérer. Elle sera perdue dans les limbes. On s'en fout complètement, on n'a pas besoin de la lire, on n'a pas besoin de la traiter, on n'a pas besoin de la récupérer dans une variable ou quoi que ce soit. Nous, tout ce qu'on veut faire, c'est attendre qu'il y ait une donnée. Donc je peux très bien mettre ceci comme ça, qui veut dire qu'on attend, on va récupérer une donnée, donc tant qu'il n'y en a pas, tant qu'il n'y a rien à récupérer, ben lui il va attendre. Et je vais ici mettre fin de programme. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre channel. On va lancer notre routine qui va tourner donc en parallèle d'ici. Ensuite, notre routine principale va continuer. Ici, elle va voir qu'on attend une donnée. On attend de pouvoir récupérer une donnée de interrupt. Et justement, ça va bloquer le programme. Et quand notre routine, celle-ci, sera finie, elle enverra une donnée dans interrupt, ce qui débloquera le programme à ce niveau-là, et le programme pourra continuer. Donc comment on va faire ça dans notre fonction? Eh bien, tout simplement, comme on veut pouvoir modifier notre channel, eh bien on va utiliser un pointeur. Donc ici, on va dire qu'on va lui passer un pointeur qu'on va appeler C, qui sera un pointeur sur un channel. Alors un channel doit automatiquement avoir son type, voilà. Donc un channel de booléen, donc c'est ce qu'on a ici.
Et donc on va récupérer un channel via un pointeur. Et ici, donc on va utiliser notre pointeur de déréférencement pour accéder à la valeur de channel et non pas à son adresse. Donc là, on accède directement au channel via ce petit pointeur. Et dedans, on va lui passer la valeur true. Alors peu importe, hein, j'aurais pu mettre false, c'était exactement pareil. Lui ici, il attend une valeur. Il ne va pas la traiter, il va absolument rien en faire. Donc que ce soit true ou false, c'est une valeur. Pour l'instant, notre channel, la valeur, c'est nul. Lui, tout ce qu'il attend, c'est que ce soit non nul, qu'il y ait une valeur. Donc, true ou false marchera exactement pareil. Bon, en général, on met true, comme ça, parce que true vaut 1, alors que false vaut 0. Bon, mais dès l'instant où c'est une donnée, lui, il s'en fout complètement. Donc on aurait pu très bien mettre un channel de int si on voulait, ou un channel de string. Après on envoyait n'importe quel int dedans ou n'importe quel string, c'était exactement pareil, ça fonctionnait. Simplement ici on va utiliser un booléen parce que justement pour une donnée dont on se fout totalement, qui va juste servir d'interrupteur, eh bien autant prendre la donnée la plus petite, et la donnée la plus petite en mémoire, c'est le booléen. Donc voilà, je récapitule, notre fonction, on va lui passer un channel via un pointeur, donc un channel que du coup on pourra modifier. Et dans ce channel, il enverra ici la valeur true à la fin de l'exécution de la boucle. Cette boucle va tourner, quand elle sera finie, tac, on enverra ça. Ce qui signifiera du coup que ma routine est terminée, et lui, attendant qu'il y ait une valeur, comme on lui en envoie une, eh bien, il va pouvoir continuer son chemin. Donc ici, voilà. Alors, comme c'est un pointeur, eh bien, on va utiliser cet opérateur, interrupt. Donc là, on lui passe l'adresse de cette channel. Et maintenant, voyons. Voilà. Donc on voit bien, alors simplement ici, j'ai oublié de faire un retour ligne. On va le relancer pour la forme. On voit que ça se lance bien toutes les secondes. Voilà. Et donc, arrivé à 4, donc j'ai encore un time slip, ma boucle s'arrête, j'envoie la donnée. Lui, ici, il attendait patiemment qu'on lui envoie une donnée dedans. Comme il en reçoit une, eh bien, hop, il me lance fin de programme. Donc maintenant, que se passe-t-il si j'ai plusieurs GoRoutines? Eh bien, je vais en créer une deuxième. Alors ici, je vais mettre 3 appels, 3 tours de boucle, mais par contre, je vais mettre 2 secondes. Donc au total ici, j'aurai 4 secondes d'arrêt, et au total ici, j'aurai 6 secondes d'arrêt. Alors, voyons qu'est-ce qui se passe si je laisse dans l'état. Voilà, voilà, voilà. Oui, alors si j'appelle les deux routines, on aura du mal à s'en sortir. Voilà. Alors on voit que celle-ci est lancée. Voilà. Donc, celles-ci sont lancées en premier. Ensuite, je vais avoir celle-ci, puis celle-ci, voilà, et ainsi de suite. Donc celles-ci sont décalées. Du coup, on ne se rend pas compte parce qu'il arrive à les... Je vais en mettre 4 aussi. Voilà. Voilà, donc ici on s'aperçoit que, eh bien, comme prévu, la routine 1 s'exécute, donc la routine 2 s'exécute en parallèle. Alors ici, on lui a donné 2 secondes d'intervalle plutôt qu'une seconde, donc on voit qu'il y a un décalage qui se crée.
Et par contre, on voit ici que eh bien, le troisième tour de boucle de cette routine-là est effectué en même temps que le quatrième tour de boucle de cette routine-là. Et comme interrupt reçoit depuis celle-ci une valeur, eh bien, il s'arrête. Enfin, il s'arrête. Non, il continue le programme. Et le programme s'arrête. Et donc, la deuxième goroutine ne va pas jusqu'au bout. Donc, pour ceci, eh bien, j'ai deux goroutines. Donc, je vais envoyer deux valeurs dans interrupt. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'attende d'avoir reçu mes deux valeurs. Voilà. Et maintenant, si je lance, on voit bien que ça continue, ainsi de suite. Voilà. Et donc, on voit bien que le programme ne continue que quand j'ai effectivement sorti mes deux valeurs de mon channel. Donc là, on voit que c'est quand même beaucoup plus pratique qu'avec nos goroutines toutes simples, puisque je n'ai plus à faire un time slip sur on ne sait pas quelle durée, puisque selon, comme je le rappelle ici, on a déterminé nous-mêmes le temps que prendront nos goroutines, mais si c'est des appels à des API, on ne sait pas du tout, tout dépendra de la qualité de la connexion, de la disponibilité du serveur en face qui va sortir l'API. Donc vraiment, on ne saura pas du tout le temps exact que va prendre notre routine à s'exécuter. Donc ici, eh bien, pas de souci. Au lieu d'attendre un temps donné, eh bien, on attend de recevoir un message. Donc ici, notre message, ça va juste être un booléen de n'importe quel type, on s'en fout, que ce soit true ou false. Simplement, lui, on attend d'avoir une donnée. Ici, deux routines, donc on attend d'avoir deux données. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Il suffira de mettre en correspondance le nombre de routines et le nombre d'appels. Donc ici, ces appels, j'aurais pu les faire dans une boucle for. Donc j'aurais pu, selon le nombre de goroutines, faire une boucle for avec juste un appel, mais que je réitère plusieurs fois avec ma boucle. Donc ici, par exemple, si j'avais fait for i qu'on va initialiser à 1, on va faire i inférieur ou égal à 2, puisqu'on a deux goroutines. Et on va faire i plus. Voilà. Donc ici, je vais faire un appel à interrupt. Allons-y. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai créé une boucle for qui va... donc, je vais initialiser mon compteur à 1. Je vais aller jusqu'à 2. Et cette boucle va créer des appels d'interrupt. Donc ici, maintenant, si je voulais faire une troisième routine, eh bien, je vais l'appeler par exemple A. Je vais faire 5 appels, mais de 1 seconde. Donc ici, eh bien, j'aurai juste à remplacer le nombre de goroutines, qui pourrait être une variable. Et voilà. Et on voit que ça tourne en parallèle. Et donc ça attend bien que tout soit fini. Donc ici, 4 pour la première, 5 pour la dernière et 5 pour celle du milieu. On voit bien que toutes ont été jusqu'au bout. On a juste à mettre le nombre de goroutines, en cours, et donc après, il va me créer autant d'appels qu'il y aura de goroutines,
Et donc par là même, on va pouvoir bloquer le programme tant que nos goroutines ne seront pas finies d'exécuter. Alors finalement, comment il sait qu'il y a encore une donnée ou pas? Eh bien en fait, donc je vous ai dit qu'à la création, le channel a la valeur nulle. Alors en effet, à l'intérieur du channel, il n'y a rien. Donc la valeur est nulle. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc je vais commenter ma fonction, je vais enlever time. Je vais enlever tout ça. Voilà. Donc ici, on va appeler ça message et on va faire une channel de string. Alors, ici, donc je vais créer une goroutine puisque je vais envoyer une donnée dedans. Voilà, sous forme de fonction anonyme. Et dans mon channel message, je vais envoyer test. Donc maintenant, si je fais... Donc je vais récupérer la valeur de message et je vais l'imprimer. FLT, println, 2A. Donc ici, j'ai la valeur de message. Je l'imprime, bim, c'est test. Bon, jusque-là, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'on ne sait pas là-dessus, c'est qu'en fait, il y a deux valeurs de retour. Mais contrairement à des fonctions qui renvoient deux valeurs de retour, on est obligé de récupérer ces deux valeurs. On peut en bypasser une des deux par un underscore, mais on est obligé de récupérer les deux valeurs. Et bien ici, dans un channel, on n'est pas obligé. La deuxième valeur, on n'aura pas souvent besoin de la récupérer, mais voilà. On peut quand même la récupérer. Et ici, voilà, je vais l'imprimer. Alors, qu'est-ce que cette valeur? Alors donc, on voit que je récupère une deuxième valeur qui est un booléen. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a une donnée, on ajoute dans le channel un booléen true. Et dès qu'il n'y a plus de, s'il n'y a pas de donnée, donc si la valeur de la donnée est nulle, eh bien ce booléen vaudra false. Donc c'est avec ce mécanisme, c'est sur cette donnée-là qu'il se base pour savoir si il reçoit une donnée ou pas. Donc comme tout à l'heure on l'a vu, on avait deux goroutines et on a fait un appel. Et on a fait un appel pour chaque. Donc lui, dès qu'on envoie une donnée, ça passe à true. Donc il libère le programme. On attend une deuxième. La deuxième donnée, ça passe à true aussi. Donc il attend. Et par contre, si j'avais fait un troisième appel et que je n'avais que deux goroutines en parallèle, eh bien, il aurait renvoyé... il aurait sorti ces deux données, donc ce serait passé à false, et donc là, j'aurais eu une erreur puisque on était passé à false. Donc voilà, on s'en sert jamais, hein. Enfin, jamais. Je ne sais pas, peut-être que certains s'en servent, mais il faut savoir que voilà, ça existe. En fait, dans un channel, on ne reçoit pas une seule, mais deux données. Simplement, l'appel de la deuxième donnée est facultatif. Et cette deuxième donnée est un booléen, true ou false, qui sert justement pour, en cas d'attente, de nouvelles données depuis le channel. Voilà. Alors, pour l'instant, on a fait notre channel, on a envoyé des trucs, on les a récupérés. Il faut savoir qu'on peut fermer un channel après utilisation. Donc ici, on va garder ceci. Alors, je vais enlever tout ça pour l'instant. Voilà, je vais faire ceci.
Alors maintenant, imaginons que je vais faire une boucle for. Alors dans cette boucle for, je vais faire i qui va être égal à 1. Je vais faire tant que i sera inférieur ou égal à 6. Et ici, on va faire l'incrémentation classique i++. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais juste mettre un fmt printf, tiens. Voilà, et alors, je vais mettre message numéro, et ici, je vais mettre un décimal, un retour ligne, et voilà, je vais passer i en données. Donc ici, je vais juste je vais mettre ça dans mon channel aussi, ce serait mieux. Mon channel qui s'appelle message, voilà. Donc, je vais juste envoyer dans mon channel, qui est un channel de string, je vais envoyer 6 fois cette chaîne. Non, d'ailleurs, j'ai pas besoin du retour ligne. Hein. On va faire, voilà, tout simple. Donc, ça va être message numéro, et ici, on va lui passer un entier en base 10, et cet entier sera simplement le compteur. Donc, premier tour de boucle, il mettra message numéro 1, numéro 2, et ceci jusqu'à numéro 6. Alors, on pourrait se dire, eh bien, tiens, message, finalement, le channel, il comporte plusieurs éléments. Donc, ça peut être un petit peu comme une collection, un petit peu comme un array ou un slice. Donc, je pourrais faire quelque chose comme ceci. For, on va mettre MSG qui serait un range de message. Et je fais je vais faire un fmt printline de MSG. D'ailleurs ici je me suis aperçu que j'ai fait une bêtise. fmt printf, il va afficher à l'écran. Nous ce qu'on veut faire, c'est formater une chaîne de caractères et l'envoyer dans message. On ne veut pas l'afficher, donc là il va me générer une erreur. Donc comment faire? Eh bien, on va utiliser ici sprintf. Voilà. Donc en fait, sprintf sera comme printf, sauf que il ne va pas l'afficher à l'écran. Il va formater cette chaîne de caractères. Donc ici, il va remplacer le pourcentage D par un entier en base 10. Mais cette chaîne sera une chaîne de caractères et non plus quelque chose qui sera affiché à l'écran. Donc ce sera une chaîne de caractères toute simple et du coup elle pourra être envoyée dans message qui lui est un channel composé de chaînes. Donc voilà, pour en revenir ici, on se dit je vais itérer finalement sur message qui est un ensemble d'éléments finalement, comme un array ou un slice. Alors voilà, on voit que c'est un peu le bordel. Alors on voit qu'il m'a quand même sorti tous mes messages, mais on voit qu'il a planté excite le statut 2, c'est parce qu'il a planté. Voilà, on voit que ici il a été itéré sur un truc qui n'existe pas. Donc visiblement là il aurait appelé une goroutine de trop. Donc voilà, c'est un peu le bazar. Mais on voit finalement que la méthode est bonne, puisqu'il a quand même été chercher tous les messages qui sont dedans. Donc en fait, pourquoi finalement il en a appelé en trop? Eh bien, il n'est pas capable de savoir, à ce moment-là du programme, il n'est pas capable de savoir
si l'itération qui est faite en parallèle ici est finie ou pas. Donc il y va et il lance ça tant que il ne connaît pas la longueur exacte de message, hein, il ne sait pas combien il y a d'éléments dedans. Alors il en envoie et il sait pas, il en envoie jusqu'à que ça plante. Alors comment cela se fait-il? C'est parce que le channel n'est pas fermé. Donc maintenant, si je rajoute close, d'ailleurs on a vu, je reviens ici 2 secondes, voilà, on voit que close va prendre un channel, type c'est un générique entre guillemets, c'est un channel de n'importe quel type. On voit d'ailleurs que c'est un channel en écriture seule. On voit ici qu'il prend un channel en écriture seule. Mais comme on a vu qu'un channel qui soit en écriture seule, en lecture seule ou bidirectionnelle, comme on a vu que c'était exactement la même chose, eh bien on va pouvoir lui passer notre channel ici. Voilà. Donc on va lui passer notre channel message. À ce moment-là, on lui dit, eh bien, quand tout ça est fini, tu fermes le channel. Et là, on voit que ça fonctionne bien. Donc ici, si j'avais mis à nouveau un timesleep, on va pas s'embêter, on va faire de 1 seconde. Hein. Eh bien, pas de souci, on voit que les messages sont bien récupérés au fur et à mesure. Plutôt que faire comme tout à l'heure, une boucle avec des appels au channel, on peut carrément itérer sur le channel. Alors maintenant, que se passe-t-il si on avait... j'aurais pu modifier ma fonction, c'est pas grave. Alors, que se passe-t-il si en parallèle j'avais 2 goroutines? Donc ici, je vais en mettre une à 8. Non, je vais la laisser à 6. Par contre, je vais faire un timesleep de 2. Et ici, je vais mettre quelque chose de complètement différent. On s'en fout. C'est juste pour qu'on voit la grosse différence qu'il y a ici. Ok, on est parti. Donc là, mes 2 routines se lancent. On itère dessus et on voit que je ne suis pas allé jusqu'au bout. Ici, je suis allé jusqu'à 3 alors que j'ai demandé 6 exécutions. Et bien donc, dès l'instant où j'ai fermé mon channel, il n'est plus accessible. Donc ici, lui, comme il va itérer, c'est exactement la même chose que tout à l'heure quand on a créé des interrupts avec une boucle. Si on lui demande d'itérer sur message, tant qu'il va recevoir des éléments, ici, il va m'imprimer les éléments au fur et à mesure. Sauf que dès l'instant où je bloque cette channel, je la ferme, et bien ici, cette goroutine ne pourra plus envoyer d'éléments dans le channel. Comme elle est plus longue, on voit qu'il en reste encore à exécuter. Mais, alors ça ne crée pas d'erreur. Ce coup-ci, pas de problème, il n'y a pas d'erreur. Simplement, comme le channel est fermé, eh bien, je ne peux plus y accéder. Non, fermé ici. Donc, il y aurait fallu, dans ce cas-là, que ici, je ne ferme pas le channel. Voilà. Et là, on va voir que ça va continuer. Voilà. Jusqu'à que ceci soit fini. Donc, dans ce cas-là, quand je ferme un channel, il n'est plus disponible à l'extérieur. Donc, dès l'instant où je ferme un channel, eh bien, les autres goroutines ne pourront plus y accéder.
même si les traitements ne sont pas finis. Alors, on a vu qu'il y avait des channels qui vont dans un sens, des channels qui vont dans l'autre, et des channels qui vont dans les deux sens, comme celui-ci par défaut. Donc, quand on crée notre channel, on utilise la fonction make. On lui dit que c'est un channel composé de strings, mais on peut aussi, dans cette fonction make, passer un deuxième élément, qui lui va être un entier. Alors ici, on va mettre 2. Cet entier va représenter le nombre maximal de données qu'on pourra stocker en même temps dans le channel. Alors, ici on va mettre 1, et ici on va mettre 2. Voilà. Et à ce moment-là, vous vous dites, mais oui, mais ça va générer une erreur, puisque tu nous as dit tout à l'heure que on ne pouvait envoyer des données dans une channel que via une goroutine. Alors, dans les channels, oui, mais dans celle-ci en particulier, on peut envoyer directement depuis la routine, depuis le thread principal. C'est le seul cas où on peut directement, depuis la routine principale, envoyer des données dans un channel. Voilà. Alors ici, je vais mettre un troisième élément et je vais faire fmt println de message. On va voir ce qu'il en est. Voilà. Lançons tout ça. Ah. Ok. On relance. Voilà. Alors, là j'ai un petit souci puisque j'ai envoyé 3 données. J'ai essayé d'en récupérer 3. Et pourtant, il me dit que j'ai le même message d'erreur que si j'avais récupéré une donnée de trop. Eh bien, en fait, j'ai pas essayé de récupérer une donnée en trop, c'est que, par le fait, si, mais c'est que j'en ai envoyé une en trop. Ici, on a défini le nombre maximal de données à 2. Si je le passais à 3, eh bien, du coup, pas de souci. Je récupère bien mes messages. Donc, c'est ce qu'on appelle des buffered channels. C'est-à-dire, c'est des channels, mais avec un buffer. C'est-à-dire un nombre maximal de données que l'on peut envoyer dans ce channel. Ce nombre maximal, c'est le nombre maximal disponible en même temps. Donc, si j'envoie ici, si je le définis à 2 et que j'envoie une troisième donnée, ça va me générer une erreur. Maintenant, si admettons, j'envoie 2 données. Je fais un premier appel. Donc en fait, à chaque fois, les données, ici, contrairement à un array ou à un slice, les données, à chaque fois, sont éjectées. Quand on récupère une donnée ici, on l'enlève du channel. Donc si on enlève une donnée du channel, il n'y en reste plus qu'une. Donc quelque part, il me reste une place. Donc essayons de renvoyer un nouveau message à l'intérieur. Et ce coup-ci, ça fonctionne bien. Donc ici, on a rempli le channel avec 1 puis 2 éléments. C'est le maximum. Ici, je vais sortir un élément du channel. C'est-à-dire que quand on récupère un élément d'un channel, on ne fait pas seulement que le lire, on l'enlève. Il n'est plus disponible dedans. On le fait sortir du channel. Donc, faisant sortir un élément, ici j'en avais 2, le maximum. J'en fais sortir un, donc il me reste une place. Donc je peux rajouter un autre élément. Et là, à ce moment-là,
j'ai à nouveau deux éléments, donc je peux faire 2 appels sans problème. Alors ce que je peux faire ici, comme ça n'est pas une goroutine, ce n'est pas traité en parallèle, c'est traité de manière classique, cette instruction, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Je pourrais ici appeler cette fonction len sur message. Alors, ouais, sauf que je vais la mettre dans quelque chose pour qu'on puisse l'afficher à l'écran, sinon ça ne me servira pas à grand chose. Voilà. Et je vais la copier ici. Donc cette fonction len sur message va me donner la longueur de message. Donc en fait le nombre d'éléments contenus dans mon channel. Allons-y gaiement, je lance. Alors ici, eh bien, on voit bien que j'avais 2 éléments. Donc j'en ai bien mis 1 puis 2. Si ici je demande, on va me dire bah, il y a 2 éléments. Je récupère le premier, qui s'appelle 1. Et après, quand je mesure la taille de ma chaîne, eh bien, j'ai plus qu'un élément. Donc je vois bien que comme le maximum est 2, eh bien, je peux rajouter un élément dedans. Donc voilà, ce système va me permettre de pouvoir créer des channels de taille définie. Et donc du coup, alors là ici c'est des strings qui ont des espaces mémoire qui ne sont pas fixes, mais qui dépendent du nombre de caractères. Mais par contre, si j'utilisais par exemple des booléens ou des int, des int8 par exemple, je pourrais gérer du coup de manière plus fine mes besoins en mémoire. Alors, autre chose que l'on peut faire avec des channels, donc je vais revenir sur voilà. Donc je vais créer 2 channels composés de strings. Je vais appeler ça MSG1 et MSG2. Alors je vais créer une coroutine. Voilà. Et dans MSG1, je vais mettre 1. Et dans message 2, je vais mettre 2. Alors ici, je vais faire une boucle for. On va dire que voilà. J'ai 2 channels, donc je vais aller jusqu'à 2 et je vais faire plus, voilà. Donc là, je vais faire 2 tours de boucle. Alors donc, imaginons que ces 2 channels sont dans des routines parallèles et vont recevoir, par exemple dans le cadre d'un serveur, ou je ne sais quoi d'autre, vont recevoir régulièrement des messages. Donc ici, je pourrais avoir une boucle for. Alors ici, elle est déterminée. Je fais 2 boucles, mais si ma boucle for était infinie et que donc ces 2 channels recevaient régulièrement des messages, je pourrais imprimer les messages via une fonction FMT classique, fmt.println de message 1 et message 2. Sauf que ici, on ne reçoit pas tout le temps, dans le cadre d'un serveur par exemple, on ne va pas recevoir tout le temps 2 messages en même temps. Par exemple, cette channel va pouvoir recevoir des messages très régulièrement, mettons toutes les secondes, et celle-ci sera utilisée dans un autre cas et ne recevra des messages que toutes les minutes, toutes les demi-heures, je ne sais pas. Voilà. Donc on ne va pas toutes les secondes appeler message 2,
ni même message one. Puisque, bon, admettons que ça tombe toutes les secondes, mais que ce soit pas régulier. Ça peut être toutes les secondes, ça peut être toutes les 2 secondes, un coup 2 secondes, un coup 3 secondes. Donc, on voudrait avoir imprimé les messages qu'on reçoit uniquement quand il y en a un. Donc si je fais une boucle infinie et que je fais des print lines, bon, ça peut marcher, mais ça risque d'être un petit peu le bazar. Donc pour ça, en fait, on a le select. Alors le select, ça fonctionne comme le switch. On va faire select case. On va appeler ça M1. Voilà, qui va être un message de MSG. Voilà. Et je vais faire un print line de M1. C'est 2. Et on va faire la même chose avec message 2. Print line de 2. Voilà. Donc ici, comme avec Switch, sauf que Switch utilise des opérateurs logiques, donc ici, on va utiliser notre sélecteur et on lui dit que, eh bien, dans le cas où c'est message 1 qui reçoit un message, on va le passer à cette variable qu'on a appelée M1 et on va l'imprimer. On aurait pu faire d'autres traitements, hein. Et dans le cas où c'est cette channel qui reçoit un message, eh bien, on va le passer à cette variable et on va l'imprimer. Voilà. Donc ici, l'exemple n'est pas forcément très pertinent, mais on peut comme ça avoir un sélecteur et définir des comportements quand on reçoit des messages. Donc quand on a une boucle infinie, quand on a des coroutines qui vont recevoir régulièrement des messages, et bien ici, dans une boucle infinie, on peut avoir un sélecteur qui va, quand selon quel channel reçoit un message, donc qui va appliquer des traitements. Donc ici c'est juste une impression, mais ça pourrait être des traitements plus compliqués, ça pourrait lancer d'autres fonctions, voilà. Donc en fait, selon les messages reçus, selon les channels sur lesquels on reçoit les messages, on va pouvoir appliquer différents traitements. Donc c'est un petit peu le switch des channels, tout simplement. Donc une dernière chose sur les channels avant de refermer ce chapitre, qui est déjà plutôt conséquent. Alors ici, on va créer, je vais faire un nouveau channel C qui va être, hop, alors on va faire un channel booléen. Bon. On va créer une coroutine qui va faire un timesleep de 4 secondes. Allez. Voilà. On fait un timesleep de 4 secondes. Et à la fin de ces 4 secondes, on va envoyer un booléen dans le channel. Donc juste ici, jusqu'ici, pas de souci. Donc maintenant, alors, imaginons que ce traitement prend 4 secondes. C'est pas un timesleep, c'est un traitement. Donc celui-ci va prendre 4 secondes. Maintenant, qu'en est-il si on avait envie de limiter dans le temps? C'est-à-dire que nous, on veut que si un traitement fasse plus de 2 secondes, on le zappe.
C'est-à-dire que ce traitement est trop long et on n'est même pas sûr que... on sait qu'au-delà de 2 secondes, on peut le considérer comme, par exemple, un appel à une API. On sait qu'au-delà de 2 secondes, eh bien, on considère cet appel comme nul. On considère que c'est comme si le serveur ne répondait pas. C'est ce qu'on va utiliser justement dans des appels à des API pour être sûr que ça ne bloque pas indéfiniment notre programme si un serveur ne répondait pas. Alors bien sûr, on ne mettra pas forcément 2 secondes, on mettra peut-être beaucoup plus, mais c'est une manière de s'assurer que, bon, ben voilà, si le traitement ne peut pas être effectué, alors dans ce cas-là, eh bien, si on dépasse une certaine limite de temps, on considère que le serveur n'a pas répondu. S'il n'a pas répondu, c'est qu'il y a une erreur. Et là, dans ce cas-là, on peut continuer le programme, mais en affichant un message d'erreur. Mais on ne va pas bloquer le programme indéfiniment jusqu'à que le serveur réponde. On va afficher un message et on va passer à autre chose. Donc, eh bien, on peut faire ce genre de choses avec... Donc, on va utiliser notre select, comme tout à l'heure. Case... Et bien ici, on va faire pareil, hein, on va récupérer le message. Même si le message est un booléen, ça ne servira pas à grand chose, mais bon. On va récupérer le booléen. Donc le booléen, on va le récupérer depuis C. Voilà, on va l'appeler message. On va l'appeler B comme booléen. BO. Voilà. Alors, ici, ici, on va juste l'imprimer. Par contre, on pourrait très bien faire une boucle if. Ici, on a envoyé true, mais on pourrait envoyer false. Et puis faire une boucle if. Si c'est vrai, faire ceci. Si c'est faux, faire cela. Voilà. Bon, ici, on va juste récupérer ce qui a été envoyé. Donc, on va imprimer ça. Donc ça, c'est dans le cas où ça se passe bien. Maintenant, imaginons que je veux y mettre une limite de temps. Eh bien, je vais utiliser ceci. Alors, ma flèche, je vais faire time.after. Voilà. Et ici, je vais définir une durée maximale. Alors, pour l'instant, on va la mettre à 2 secondes. Voilà. Alors, bien sûr, comme c'est un case, eh bien, on va s'occuper de ça. Et donc ici, on va mettre ne répond pas. Voilà. Donc ici, si ça dépasse 2 secondes, on mettra un message d'erreur. Sinon, eh bien, on va récupérer notre valeur de booléen et on va l'imprimer, tout simplement, l'afficher dans la console. Je vais juste rajouter mon petit fin de programme habituel. Voilà. Alors ici, pour l'instant, eh bien, je vais mettre 1 seconde. Donc allons-y, voilà. Donc on voit qu'ici, mon sélecteur a attendu d'avoir des messages. Donc ici, il a reçu un message. Il a vu que C a reçu une donnée, donc il la sort et il l'affiche, pas de souci. Ça a pris 1 seconde, c'est très bien. Maintenant, si je mets 4 secondes avant d'envoyer ma donnée. Voilà. Donc on voit qu'il attend 2 secondes. Alors là, c'est vrai que c'est pas flagrant, mais il va attendre 2 secondes.
Et au-delà de ces 2 secondes, eh bien, il n'attend plus, il laisse tomber cette routine, et donc il me met ce que je lui ai demandé, donc ne répond pas. Et on voit qu'il ne plante pas, rien du tout, simplement il laisse tomber cette routine, et il continue le programme comme si de rien n'était. Donc Time After va être vraiment très utile dans le cas, comme je vous disais, dans le cadre d'appels à des API par exemple, même si on fait du scrapping, mais vraiment beaucoup dans le cas de communication via des serveurs. Et donc on va pouvoir comme ça définir des temps d'appel maximal, en disant bon ben voilà, si ça met plus de temps, c'est que c'est mort, donc on va laisser tomber, puisque sans ça il attendrait 4 secondes, mais il bloquerait mon application pendant 4 secondes. Donc là du coup on voit bien que si mettons maintenant que j'en mets 3, on va voir que voilà, mon programme ne continue pas, il s'arrête ici et il attend patiemment que soit j'ai une réponse, soit je dépasse le temps maximal. Donc si j'avais pas ça, il attendrait indéfiniment. Et là, mettons que ça prenne 2 jours, et il bloquera pendant 2 jours. 2 jours est peut-être un peu excessif, certes, mais voilà, c'est pour avoir une image. Il bloquera autant de temps tant que je n'aurai pas de réponse. Donc si le serveur est tombé pour une raison ou une autre, eh bien mon programme va se bloquer ici. Plus moyen de faire autre chose. Alors qu'avec ce système, en mettant un timeout, donc ici avec la méthode time after, eh bien je peux définir un temps maximal, et au-delà de cette attente, eh bien hop, on fait quelque chose. Alors en général, on envoie un message d'alerte et on continue notre programme. Donc eh bien voilà pour ce qui est des channels. On a fait à peu près le tour de la chose. Alors dans le prochain chapitre, on verra des channels un peu particuliers, on verra les timers, les tickers, et on verra aussi les mutex, qui sont un système de synchronisation entre guillemets des channels. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau tuto. Salut!